Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Les honneurs militaires par la garde républicaine, c'était tout à l'heure, sur les coups de 10h30 sur les hauts des Champs-Élysées. Si vous ne l'avez pas suivi, c'était effectivement à la télévision. Et d'ailleurs, il y a très étonnamment, par rapport à quelques années, ce défilé militaire du 14 juillet retransmis quasiment par toutes les chaînes de télé, sans discontinuer. Depuis 6h du matin, il y a des directs non-stop. Preuve d'une certaine fascination du grand public pour l'armée, pour la chose militaire. On va en parler tout de suite avec notre invité. On est ravis de l'accueillir. C'est Louis Saillant. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à vous. Vous êtes un ancien commando, auteur de Chef de guerre aux éditions Marion. On vous a déjà reçu sur Sud Radio. Je parlais de l'intérêt du public. TF1, France 2, les chaînes d'info continuent. Tout le monde, depuis 6h ce matin, nous fait vivre ce défilé du 14 juillet de l'intérieur. C'est un peu nouveau depuis quelques années. Est-ce que c'est du spectacle? Est-ce que c'est l'armée qui a besoin d'ouvrir un peu ses portes, de montrer comment elle vit, comment elle fonctionne et depuis qu'elle est professionnelle à 100%? Bon, je pense qu'effectivement, il y a un peu de tous ces phénomènes que vous avez cités. Il y a un besoin de recrutement, mais qui est un peu inhérent aux armées. Les armées recrutent tous les ans 30 à 20 000 personnes et on a à peu près le même nombre qui quittent tous les ans. Donc il y a un besoin, mais qui rentre aussi dans le rayonnement de l'armée. On parle toujours du lien armée-nation. C'est ce moment un peu charnière qu'on concrétise là avec les militaires qui défilent parmi la population, avec plein d'événements autour de la population. Et donc c'est vraiment une journée qui est consommée pour ce lien armée-nation. Alors, il y a ce sondage, ce matin, il y a deux chiffres. 87% d'opinion favorable, comme en 2018, de la part des Français vis-à-vis de leur corps d'armée. Mais ils sont moins nombreux qu'en 2018, 71% à penser que la France est encore une grande puissance militaire. Est-ce qu'ils ont raison, Louis Saillant ? Ça dépend ce que vous appelez être une grande puissance militaire. Il y a des choses où effectivement on est parfaitement contestable. La guerre en Ukraine l'a aussi révélé. Les effectifs, par exemple, l'état des matériels, beaucoup de matériel vieillissant. On a un pourcentage du PIB qui est accordé à nos armées qui est assez faible, autour de un peu moins de 2%, qui a été relevé à 2%. Mais en réalité, beaucoup d'armées de premier rang l'ont à 3%. Mais l'autre élément qu'il faut souligner, c'est qu'on est encore des acteurs de premier rang parce qu'il y a des domaines dans lesquels on est en pointe. Je pense à des avions de chasse. Oui. Un avion de chasse, alors ça c'est un élément qui est très simple à comprendre. Quand vous avez une armée qui conçoit, forme ses pilotes elle-même et entretient ses avions elle-même, vous êtes dans une des 3 armées au monde qui est souveraine sur ce moyen-là, qui est un moyen de pointe quand vous voulez mener une action militaire et être souverain dans vos actions. Et ça, c'est une des choses que l'on fait en France, comme le font les Américains et les Russes. À vrai dire, il n'y a pas d'autres grandes nations qui sont capables de faire ça. On peut parler des Chinois, mais c'est des moyens qui n'ont pas été éprouvés. Et je ne parle pas, bien sûr, de nos capacités sous-marines qui sont assez exceptionnelles. Alors, vous ne parlez pas de la dissuasion nucléaire parce qu'on justement voilà ce que je veux dire. Ça fait partie de ce lien. Ouais. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est véritablement, ça nous place véritablement dans le top de tête des grandes puissances militaires mondiales aujourd'hui? Est-ce que là-dessus, parce que c'est vrai, vous avez parlé de la guerre en Ukraine. On voit aujourd'hui avec ce qui se passe à 2 heures de Paris, les Français regardent de près comment on est capable d'intervenir et on est capable de faire de l'opération extérieure. Alors, c'est 2 choses différentes. Il y a effectivement la dissuasion. Pour ça, on est complètement souverain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut décider en toute indépendance de mettre en œuvre la chaîne d'action nucléaire, que ce soit dans la transmission des ordres, dans l'entretien des moyens. Enfin, tout est... Voilà, les combustibles sont conçus par les armées avec des entreprises françaises. Donc, on est autonome pleinement sur ce sujet-là, ce qui n'est pas, par exemple, le cas de nos voisins anglais, qui dépendent des technologies américaines pour pouvoir avoir des armes nucléaires, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays dans le monde qui ont des armes nucléaires, mais qui n'ont pas les vecteurs, par exemple, ce qui est quelque chose de très important. Donc ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Après, pour ce qui est de savoir si nos moyens pour une guerre conventionnelle, donc ça c'est le deuxième volet, sont aujourd'hui à niveau, ça c'est un peu la grande question que tout le monde se pose au vu de ce qui nous arrive en Europe.
La France, donc, aujourd'hui, est-elle prête à des guerres de haute intensité? Je vous pose cette question, Louis Saillant, parce que Emmanuel Macron, comme le veut la tradition, le chef de l'État la veille du 14 juillet, se présente à l'hôtel de Brienne et parle de la politique militaire, en tous les cas la place de l'armée et de la politique étrangère. Il souhaite que la France se prépare à, on va dire, être capable de faire une guerre de haute intensité. Aujourd'hui, on en est loin, on en est capable, on est prêt à ça, ou il faut qu'un effort budgétaire pour y arriver? Je n'ai pas tous les éléments, j'ai clairement pas assez d'éléments pour vous donner une vision précise, mais moi, des informations que j'ai et de ce que je vois, aujourd'hui, la France, par exemple, on a une armée qui fait environ un peu plus de 200 000 hommes, presque 300 000 hommes avec la gendarmerie, Ouais. Et en termes de force de projection, on planifie sur 20 000 hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelque chose, si une guerre de haute intensité, comme on le dit, devait commencer quelque part dans le monde, on est capable de projeter 20 000 hommes. Si vous regardez le conflit qu'il y a eu en Ukraine, on soupçonne les Russes d'avoir perdu entre 15 et 20 000 hommes dans ces 6 premiers mois. On est à combien? On est à un peu plus bientôt 4 mois de conflit. Oui. Bon, bah là, c'est des mathématiques. Hein. C'est simple. Hein. On a 20 000 hommes, il y en a 15 000 qui meurent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a de la réserve derrière? C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à parler de conscription, parce que ce dont on se rend compte... Il n'y a que 40 000 réservistes. Hein. Je dis ça parce qu'il y a des pays où on rajoute un zéro. Hein. Il y a la garde nationale aussi, qui fait environ 70 000 personnes. Tous ne sont pas projetables. C'est des niveaux d'emploi différents. Donc, bon, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Mais ce qui est certain, c'est que ce dont on s'en rend compte, c'est que pour durer dans le temps, dans cette guerre de haute intensité, qui est une guerre où les actions de feu sont intenses, mais où ça peut durer dans le temps aussi, on se rend compte qu'en fait, il faut aussi du volume. C'est-à-dire qu'il faut des bonhommes. Un bonhomme, ça s'use. Au bout de 6 mois sur le terrain, on est fatigué. Il y a des blessés, il y a des morts. Il faut renouveler les stocks, en quelque sorte, si je puis... en parler comme ça, et donc ça implique forcément des volumes. Et ça, c'est mathématique. Hein. Si vous voulez des bonhommes, il vous faut des moyens, il vous faut du temps de formation, et il faut du matériel. Un coût de recrutement important. Bien sûr. Alors le budget militaire, 44 milliards d'euros, hein, c'est le budget prévu pour 2023. C'est 3 milliards de plus que l'année précédente. Donc c'est un budget en augmentation encore une fois. Comment vous jugez le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron pour l'armée, qui avait très mal commencé avec le général de Villiers? On se souvient de ce coup de gueule et de son départ fracassant. Comment vous jugez ces 5 années du chef des armées qui est Emmanuel Macron? Moi, je ne vais pas juger de son bilan, ce n'est pas mon affaire. Je laisse ça aux politiques. En revanche, ce que je peux vous dire, et je vais le répéter, vous avez parlé d'augmentation des 3 milliards. Ce qui est important à comprendre, c'est que le bon seuil à entendre, ou tout du moins à prendre en compte pour estimer les capacités d'une armée, c'est le pourcentage de PIB que vous accordez à cette armée. L'armée américaine, c'est 3% du PIB. L'armée chinoise, c'est 3% du PIB. Toutes les grandes nations accordent environ 3% du PIB. C'est ce qu'on accordait à nos armées dans les années 70-80. 3% du PIB. Aujourd'hui, on est à peine à 2%. Les 3 milliards rattrapent. On était un peu en dessous de 2%. Je crois qu'on rattrape. Bon, il y a aussi l'inflation qu'on essaie de rattraper avec cette augmentation. Mais en soi, je pense qu'on est encore loin d'une force de projection qui puisse durer dans le temps de manière autonome. Après, là, on rentre dans le politique, on rentre dans le diplomatique. Est-ce que l'idée, c'est de faire la guerre seule? Est-ce que l'idée, c'est de faire la guerre à plusieurs? C'est aussi une grande question qu'on doit inévitablement aborder dans ces planifications-là. Louis Saillant, vous qui avez donc, j'imagine, encore beaucoup de liens au sein de l'armée, est-ce que depuis le démarrage du conflit, de la guerre en Ukraine, arrêtons de parler de conflit, c'est une guerre, est-ce que cette guerre est dans les têtes de vos anciens collègues, de vos collègues? Est-ce que aujourd'hui ça change, on va dire, leur façon, leur regard, parce que il y a des opérations extérieures qui sont assez lointaines, vous êtes préparés, vous étiez préparés vous-même pour ça, mais le fait que ce soit au sein du continent européen, est-ce que ça a changé quelque chose? Ce qui change fondamentalement ici, c'est le format de l'adversaire. Jusqu'à maintenant, on a surtout connu des guerres où on avait l'ascendant aérien, on avait l'ascendant technologique sur nos adversaires, l'ascendant numérique aussi, l'ascendant en termes de renseignement. C'était des guerres de guérilla, des guerres modernes, comme on appelle ça.
Mais aujourd'hui, si on se projette sur le conflit ukrainien, on voit bien qu'on n'a plus affaire à des bergers en djellaba, avec juste une Kalachnikov qui court dans les rochers. C'est plus ça. Là, c'est 3 blindés qui manœuvrent dans un centre-ville. C'est un format complètement différent, alors auquel on se prépare bien sûr. Les armées sont toujours préparées à cette éventualité-là, avec plus ou moins d'importance selon le conflit du moment. Mais c'est sûr que là, on change de braquet. C'est une autre dimension, hein, clairement. C'est une autre dimension parce que on doit revoir là aussi, j'imagine que au sein des équipes, des corps d'armée, on change aussi notre façon. Parce qu'on a parlé de Barkhane, on a parlé de toutes ces opérations, ces OPEX. Là, vous dites c'est plus une guerre traditionnelle, si je comprends bien. Je sais pas si. Je veux bien mettre le mot entre guillemets le traditionnel, oui, parce que. Oui, bien sûr. Mais en fait, il faut revenir, par exemple, si vous prenez, il y a certains spectres qui ne trompent pas. Vous regardez le nombre de morts qu'il y a eu au Sahel. Oui. On a eu environ un peu plus de 50 morts. En Afghanistan, plus de 80 morts. Donc je parle juste pour les forces françaises. Vous projetez sur l'Ukraine, on parle de dizaines de milliers de morts. Alors, je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas calibré pour rentrer dans un conflit où on gère des dizaines de milliers de morts sur 6 mois. Clairement, non. Alors, on monte au créneau. Hein. Alors, on va faire le boulot. Enfin, les armées ont toujours su se débrouiller, ont toujours su s'adapter. Et elles le feront, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que ça va demander une évolution dans les moyens, mais aussi dans les psychologies. Parce que, voilà, on a été formé pendant 10-20 ans à faire les guerres au Levant, au Sahel. Là, si ça se présente sur le continent européen, et je ne le souhaite pas, c'est quand même une autre paire de manches. Juste une toute dernière question. Est-ce que la résistance ukrainienne inspire ? Ah bah oui. Ah bah ça, c'est incroyable. Ça, c'est une donnée qui est absolument incroyable, qui est la résistance de ce peuple ukrainien, alors qui a été soutenue dès le début par les forces occidentales, par des moyens, par du renseignement, par des armes qu'on voit aujourd'hui un peu partout. Mais néanmoins, il a quand même fallu des bonhommes pour faire converger ce renseignement. Il a fallu des bonhommes pour manier ses armes, se présenter face aux chars, faire des embuscades. Et ça a été extrêmement courageux de leur part. Et on ne peut que les saluer, peu importe la vision que l'on a des différents belligérants. Je suis obligé de saluer la résistance des Ukrainiens. Oui, ça change effectivement la donne sur toutes les OPEX. Augustin, la France est engagée sur plusieurs tableaux à l'extérieur. Alors, il ne faut pas oublier que justement, il y a un mois, Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane, mais il y a encore 4600 militaires au Mali, évidemment. Et puis, il y a aussi des opérations en Europe, la mission Lynx et la mission Aigle. Vous pouvez nous en parler, Louis Saillant ? C'est des missions qui sont essentiellement diplomatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu stratégique à projeter des hommes aussi loin de leur base. Et c'est un signe, c'est pour montrer, en fait, on est en train de montrer les muscles, on est en train de monter au créneau pour dire attention, ne vous approchez pas trop de la muraille parce qu'il y a du monde au créneau et les gens seront prêts à défendre leur précaré. Donc c'est essentiellement des manœuvres diplomatiques auxquelles les armées, en Europe bien sûr, auxquelles les armées doivent répondre, parce que voilà, c'est un tout. Les armées ne fonctionnent pas de manière isolée, la diplomatie ne fonctionne pas de manière isolée. Tout ça, c'est de la politique internationale, c'est de la géopolitique, et tout ça rentre dans le même racket. Merci beaucoup Louis Saillant d'avoir été avec nous aujourd'hui 14 juillet sur Sud Radio. Je rappelle que vous avez écrit ce livre Chef de guerre aux éditions Mareuil, vous ancien commando. Merci infiniment et bon 14 juillet à vous. Voilà le Chef de guerre, je vous le recommande, votre lecture de l'été. Les Français sont fascinés par ces opérations militaires. Et ça se lit très facilement. Et ça se lit très facilement. Et moi je vous recommande aussi un livre qui s'appelle L'Embuscade, qui raconte cette fois l'histoire d'une femme dont le mari est parti effectivement enrôlé dans les forces spéciales et qui va disparaître. J'en dis pas plus, c'est un livre fantastique également, L'Embuscade, vous le prenez dans la valise cet été et vous verrez comment ça se passe aussi du côté des familles, ces proches qui ne savent absolument pas ce qu'est le quotidien de leurs hommes embarqués sur le combat. Et puis on a une pensée évidemment pour les 7000 militaires qui ne peuvent pas être présents pour ce défilé du 14 juillet. Et vous nous appelez au 0826 300 300 car nous allons retransmettre le discours d'Emmanuel Macron, mais on va aussi le débriefer dans un instant.